le cinéma hollywoodien, le cinéma américain, et ses transformations à une époque précise, qui est l'époque de la fin des années 60 et des années 1970. Ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood, ça commence en 1967, avec deux films, Le Lauréat, ou The Graduate, mon accent du monde, de Mike Nichols, et Bonnie and Clyde, on va en voir un extrait après, de Arthur Penn, donc 67, et ça s'achève en 1980 avec La Porte du Paradis de Michael Cimino. C'est donc une période courte, mais intense, au cours de laquelle des jeunes cinéastes, acteurs, scénaristes, producteurs vont prendre en main le cinéma et vont bénéficier d'une liberté créatrice presque totale en s'affranchissant en fait des règles du cinéma classique. Je suis en train de présenter la période du Nouvel Hollywood, c'est 67-80. Selon les mots de Jean-Baptiste Toré, qui est un critique spécialiste du cinéma américain de cette époque, il réalise des films magnifiques et critiques, porteurs d'une poésie du monde jusque-là insoupçonnée. Il réinvente le cinéma américain avec des œuvres pleines d'énergie, audacieuses, intelligentes. Alors, pour parler du Nouvel Hollywood, il faut d'abord parler de Hollywood avant ça. Ce qu'on a appelé l'âge d'or du cinéma américain, des années 1930 à la fin des années 1950, où on a des grosses sociétés de production, qu'on appelle aussi des studios. Alors vous connaissez tous Century Fox, Columbia, Universal, Paramount, United Artists ou encore la MGM, qui ont la main mise sur les films de A à Z. De l'écriture au choix des acteurs, du réalisateur, qui est souvent en fait considéré comme un simple exécutant, remplacé en cas de désaccord avec la production. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de films hollywoodiens pour lesquels on nous raconte, c'est lui qui a commencé, puis en fait c'est lui qui a fini. Parfois ils ne sont même pas crédités du coup, on les a oubliés, etc. Et jusqu'au montage, où les studios ont la main aussi, ils obéissent à un cahier des charges très précis. Les films doivent divertir et rapporter de l'argent, bien sûr. La censure est stricte. On va le voir. Cela n'empêche que, bien sûr, que des réalisateurs, tout un tas de réalisateurs vont s'épanouir dans ce cinéma hollywoodien classique. Il y a tout un tas de réalisateurs géniaux et qui mettent leur marque. Je vais en citer juste deux, Orson Welles, Billy Wilder, il y en a plein d'autres. Alors la censure, elle prend plusieurs formes. Il y a une censure qui est imposée par ce qu'on appelle la HUAC, House of American Activities Committee, selon laquelle toute personne, réalisateur, scénariste ou producteur proposant un contenu engagé, traitant de sujets sociaux, politiques ou remettant en cause le capitalisme, serait automatiquement suspecté d'être communiste et donc mis sur une liste noire avec des risques importants sur leur carrière, voire la fin de celle-ci. C'est la chasse aux sorcières ou macartisme qui, dans le contexte de la guerre froide, va sévir à la fin des années 40, dans les années 50, diminue un peu dans les années 60 et en 75, la HUAC disparaît. La deuxième forme de censure, c'est celle imposée par le code Hays, H-A-Y-S, du nom de celui qui l'a fait. Il interdit toute représentation à l'écran de violence, sexualité ou représentation jugée décadente ou indécente. Comme vous voyez, ces termes ils sont quand même sujets à interprétation. Il est donc possible de suggérer, mais pas de montrer. La représentation de la criminalité ne doit pas entraîner de la sympathie pour les criminels. Il est interdit de montrer des pratiques dites déviantes, adultère, viol, perversion diverses, etc. La nécessité de respecter le caractère sacré du mariage est impérative, ainsi que celle du respect des dogmes et de la religion. C'est écrit en toutes lettres. Ce code Hays, donc très contraignant, qui entraîne une vision quand même assez aseptisée de la société représentée dans le cinéma hollywoodien, il ne colle plus à partir des années 60 avec une société en plein bouleversement. Il va finir par être remplacé en 68 par la Motion Picture Association of America, MP2A, système classant les films par âge en fonction de leur contenu, interdit au moins 2, etc. Ce qu'on connaît, ce qui est toujours en vigueur un peu partout, je pense. Dans les années 60, alors, du coup, le système hollywoodien il est en crise. Les studios enregistrent d'énormes pertes monétaires. Les profits combinés des 10 plus grandes compagnies, les studios dont on a parlé, chutent de 121 millions à 32 millions. La production de films passe de 400 films par an à 150. Des lois ont privé les studios de revenus importants générés par l'exploitation des films en salle. Il y a eu aussi la croissance de la télévision commerciale qui concurrence dans un premier temps le cinéma, qui dans un deuxième temps va devenir une source de revenus importante avec la vente en fait des catalogues des films anciens, ce qui va entraîner le développement notamment d'une cinéphilie chez les jeunes spectateurs qui vont voir grandir en voyant plein de vieux films à la télévision, et aussi la production de téléfilms dans lesquels les studios vont investir et ça va leur apporter de l'argent. Donc, dans les années 60, les films produits par Hollywood, ils sont sur la trace de ce qu'il y avait avant. C'est des films à grand spectacle, des comédies musicales coûteuses, des films sentimentaux inoffensifs, des films de guerre très, les bons, les méchants, ce genre de choses. Ils coûtent cher et ils sont des bids financiers. Et tout d'un coup, en 67,
le succès de Bonnie and Clyde d'un côté, du lauréat de l'autre, montre qu'il y a un public pour un autre type de film. Et c'est surtout le cas de Easy Riders, 2 ans plus tard, en 1969. Là, financé à hauteur de 375 000 $, donc c'est très peu, par des producteurs indépendants, ce film réalisé par Dennis Hopper et Peter Fonda raconte l'histoire de 2 bikers, on les voit là, 2 motards, qui tentent de rallier Los Angeles à la Floride et finissent avec une balle dans la tête. Alors désolé, on va spoiler un certain nombre de choses. Voilà. Ils finissent avec une balle dans la tête tirée par un redneck, un blanc, voilà, raciste. Le film rencontre un succès fulgurant et rapporte plus de 19 millions de $, pour 375 000 $ de mise. Vous voyez le truc. Pour les studios, du coup, tout d'un coup, la jeunesse devient une valeur en soi et ils laissent les clés à de nouveaux réalisateurs. Ils disent, si eux, ils savent faire ce qui va plaire et rapporter de l'argent, allez-y. Et donc, cette nouvelle génération de cinéastes, elle a grandi avec la télévision, elle possède une solide culture cinéphilique et elle est culture acquise à l'université, pour beaucoup d'entre eux. L'influence du cinéma européen, de la nouvelle vague française à la fin des années 50 et au début des années 60, du néo-réalisme italien, de Bergman, elle est déterminante pour eux, avec des tournages en extérieur, on en reparlera, l'importance à accorder aux petits événements humains, la représentation décomplexée de la sexualité, le sentiment de proximité avec ce que les films disent et la supériorité de l'émotion sur la perfection technique. Alors ces réalisateurs, ils s'appellent Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Martin Scorsese, Paul Schrader, d'autres réalisateurs qui viennent du théâtre, Arthur Penn, Monte Hellman, du documentaire, William Friedkin, de la télévision, c'est le cas de Robert Altman, de la photographie, Jerry Schatzberg, ou d'ailleurs Bob Rafelson, Al Ashby, Mike Nichols, Michael Cimino. Si vous êtes un peu habitué à voir des films anciens, ces noms vous disent probablement quelque chose. Des réalisateurs plus âgés qui ont déjà fait une carrière dans le cinéma réalisent des films dans l'esprit du nouvel Hollywood à ce moment-là, Alan Pakula, Stanley Kubrick, Sam Peckinpah. Alors on peut citer de manière non exhaustive bien sûr les films suivants parmi ceux qui vont incarner le nouvel Hollywood. On a donc déjà cité Easy Rider, Le Lauréat et Bonnie and Clyde. On peut citer 5 pièces faciles ou 5 Easy Pieces, Little Big Man, on va en reparler, La Horde Sauvage, John McCabe, Une femme sous influence, La dernière corvée, Macadam Cowboy, French Connection, Les chiens de paille, Nashville, Taxi Driver, Conversation secrète, À cause d'un assassinat, Agnol, La nuit des morts vivants, Apocalypse Now, La balade sauvage, Phantom of Paradise, Point limite zéro, Le pays de la violence, Chinatown, L'Exorciste, Marathon Man, Un après-midi de chien, Massacre à la tronçonneuse, Le parrain, Silent Running, Panique à Needle Park, Rosemary's Baby, Macadam à deux voix, Délivrance, Les hommes du président, Voyage au bout de l'enfer, et celui par lequel on finira, La porte du paradis. Bon, ça va faire un peu une liste longue, mais je pense qu'il y a des noms qui vous disent quelque chose. Il y en a bien sûr des dizaines d'autres. Cet ensemble de films, il possède des traits communs sur lesquels on va revenir. Un irrespect systématique à l'égard des règles classiques de l'intrigue, de l'évocation chronologique des événements. Un doute sur les motivations des personnages. C'est pas le bon qui veut faire le bon et combattre le mal, pas du tout. Et un jugement moral souvent relégué au second plan, voire absent. Une sympathie pour les marginaux. Un rapport frontal au sexe et à la violence. Un scepticisme chronique à l'égard de toute forme d'autorité. Le dévoilement du cinéma comme médium qui rend visibles les mécanismes de fabrication du film. C'est-à-dire que vous avez par moments des gros clins d'œil pour vous dire « Ah mais regardez, là on est en train de... c'est du cinéma, on est en train de tourner un film. » Vous voyez ? Un goût pour la relecture et la déconstruction critique des genres. Une volonté de substituer à l'horizon artificiel du cinéma hollywoodien et de ses réponses toutes faites, la beauté d'un parcours incertain qui s'achève par une série de questions ouvertes à l'intelligence du spectateur, et pas en lui dit rien. Alors avant d'aborder plus en profondeur certains aspects de ce mouvement, alors qu'on a choisi bien sûr, vous imaginez bien que vu tout ce qu'on vient de vous dire, et sur 13 ans, on ne va pas parler de tout, on a fait des choix, tous ensemble. On va bien sûr d'abord parler du contexte politique et social des États-Unis des années 60 à la fin des années 70 pour comprendre ce qui explique ces transformations, parce qu'elles sont liées forcément. Alors la décennie des années 60, elle commence par le mouvement pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs dans le sud du pays, où règne toujours la ségrégation raciale et sociale, mouvement qui va entraîner une mobilisation et des marches, manifestations très importantes menées par Martin Luther King notamment. Les Amérindiens aussi tentent de se faire entendre et occupent l'île d'Alcatraz dans la baie de San Francisco à la fin des années 60 pendant plusieurs années. Les étudiants, eux, se mobilisent contre la guerre du Vietnam et refusent d'aller se battre et de mourir contre un peuple en lutte pour sa liberté. C'est aussi toujours la guerre froide et la peur du communisme est au cœur de la politique étrangère menée par les États-Unis, qui, après avoir soutenu les Français pendant la guerre d'Indochine, on va en reparler, contre l'indépendance du peuple viet,
lutte contre le Vietnam du Nord communiste, soutenu par les Russes et les Chinois. Des mouvements féministes et de défense des droits des homosexuels, qui n'existent quasiment pas, se développent aussi. C'est une période d'ébullition, de révolution sexuelle, avec l'arrivée de la pilule contraceptive qui libère de la peur d'une grossesse non voulue et du coup permet une certaine liberté sexuelle. Une révolution culturelle aussi, le pop art, etc. Scientifique, technologique, première grève du cœur dans ces années-là, premier homme dans l'espace, puis bientôt sur la Lune en 69, lancement du projet ARPANET qui est l'ancêtre d'Internet. Cette génération née dans l'après-guerre impose ses goûts musicaux, le rock, ses usages vestimentaires, le jean et ses codes de langage. Elle ne se retrouve pas dans la société de consommation qui bat son plein alors. L'idéal d'une vie passée à travailler pour posséder des biens matériels, une maison, de voitures, des biens matériels toujours plus perfectionnés, c'est pas le sien. Nombre de jeunes s'y opposent et veulent s'éloigner de ce mode de vie, une famille, une maison, un cadre tout tracé. C'est ce qu'on va appeler la contre-culture, avec un mépris de l'autorité, une volonté de prioriser le collectif face à l'individu. La fraternité, le partage communautaire sont mis en avant, phénomène des communautés. Les drogues, paradis artificiels, et malheureusement qui vont être assez dévastateurs dans toute cette histoire, le sexe, le rock'n'roll, sont à la fois un échappatoire, mais aussi un mode de contestation de la culture dominante. La violence est omniprésente dans la société américaine, et les images de cette violence sont diffusées à la télévision. C'est le cas, par exemple, de l'assassinat du président Kennedy, vécu en direct par des millions de personnes, mais aussi des images de la guerre du Vietnam tous les soirs à la télévision américaine, et qui, elles, ne sont absolument pas censurées. Des images non contrôlées, non censurées, ainsi le chef de la police de Saigon tire une balle dans la tête d'un combattant Viet Cong alors qu'il est photographié et filmé. Donc voilà, ça va passer partout. D'autres assassinats politiques ont lieu, bien sûr, dans cette période, avec les morts de Martin Luther King, Malcolm X, Robert Kennedy. La répression violente des manifs anti-guerre devient sanglante dans les universités de Kent State, dans l'Ohio, et Jackson State, en Mississippi, où des jeunes sont tués par la police lors de manifestations complètement pacifiques. C'est la chasse à ce que Nixon appelait les dirty hippies, les sales hippies. Au début des années 70, le mouvement de la contre-culture va s'éteindre en fait peu à peu. Alors nous, en France, comme il y a un peu un temps de retard, on a l'impression que c'est plus tard, mais en fait aux États-Unis, c'est dès le début des années 70 que ce mouvement de la contre-culture commence à s'éteindre, dans les excès de la drogue, avec nombre d'overdoses par exemple dans les icônes du rock, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, mais aussi l'échec des tentatives de vie en communauté, et puis le mouvement anti-guerre qui peu à peu s'affaiblit, et puis car la guerre est sur sa fin, et en 1975, elle s'arrête, la guerre du Vietnam. En juin 1971, avec l'affaire des papiers du Pentagone, révélée par le New York Times, qui révélait les mensonges du gouvernement américain depuis des années. Les gouvernements successifs savaient que la guerre n'était pas gagnable, mais ont continué dans l'engrenage de l'escalade militaire au mépris de la vie des Vietnamiens et des soldats américains, des GIs. Nixon est réélu en 1972, mais peu après, c'est le scandale du Watergate, les écoutes illégales et clandestines des démocrates par le camp Nixon, et il finit par démissionner. Et donc tout ça, cet ensemble de scandales politiques, de récession économique qui commence au début des années 70, c'est aussi le premier choc pétrolier, etc., et l'essoufflement de ces mouvements contestataires, ça va plonger l'Amérique en fait dans une période là de doute et de repli. Le nouvel Hollywood, lui, continue, mais c'est une nouvelle phase. Donc on a la phase d'euphorie, en quelque sorte, des années 67-71, et la phase plus du désenchantement de 72 à 80, où on va voir qu'il y a de plus en plus de films très violents, etc. Donc le décor est planté, et nous allons maintenant voir quelques thématiques de ce mouvement, à travers, bien sûr, donc les thématiques qu'on va vous exposer, mais à travers aussi, bien sûr, des films qu'on a choisis et des extraits. Donc, je passe la parole, pour commencer, à Mila. Donc, il faut que je vous explique, je suis en dessous de tout, on a commencé tambour battant. Moi, c'est Guylaine, là, on a Jules, Lilou, et Mila a travaillé avec nous, mais ne pouvait pas être là, et donc, elle a enregistré sa partie. Donc, voilà, c'est un atelier très technique, n'est-ce pas? On va écouter Mila et voir en même temps les extraits, etc. Voilà, donc on commence avec elle. Se sentir libre, amoureux, perdu, entouré, seul, combatif ou désespéré. Tous ces sentiments emplissent la nouvelle génération qui souhaite voir leur esprit et volonté collés à l'écran. C'est donc à cette tâche à laquelle s'attellent les cinéastes. Et ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas le simple cliché qui nous vient en tête, sexe, drogue et rock'n'roll. La jeunesse de ces années-là, et la jeunesse d'aujourd'hui d'ailleurs, ne se résume pas à écouter de la musique fort, à séduire et à boire ou à se droguer, tandis que les plus âgés, ceux qui ont vraiment vécu, font tourner la société et font marcher ce système capitaliste. Et ça, les cinéastes l'ont bien compris.
Ce sont des idées bien plus fortes qui se cachent derrière ces hommes et femmes nés dans les années 50. Cette jeunesse, j'ai souhaité l'aborder tout d'abord à travers un des films les plus emblématiques, le film charnière du Nouvel Hollywood, Le Lauréat de Mike Nichols. Sorti en 1967, ce film est caractéristique de la nouvelle génération du public, cette génération de jeunes politisés qui se détachent de l'Hollywood auparavant très éloigné de leur vie. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le film, Mike Nichols nous propose de suivre la vie de Benjamin Braddock, joué par Dustin Hoffman, par ailleurs un de ses premiers films au cinéma. Benjamin a 21 ans, il vient d'être diplômé de l'université mais il ne sait pas quoi faire de sa vie plus tard. Va s'en suivre un trio amoureux dans lequel il va plonger. Il va être séduit par Madame Robinson, une amie de la famille, avant de tomber amoureux de sa fille, Helen Robinson. Tout de suite, je vous propose de visionner ensemble une séquence qui peut très bien résumer l'état dans lequel se trouve Benjamin. Dans cette scène, les parents de Ben décident de lui offrir une combinaison de plongée pour sa remise de diplôme et je vous laisse observer la suite. On se rend vite compte dans cette scène que les parents du jeune homme contrôlent sa vie. Bien qu'ils ne veuillent pas se montrer. Voilà, il va y avoir des petits bugs techniques forcément. Hein. Vous voyez que c'est quand même du high level. Well, now just hang on a minute. I've got a few words to say. Alors c'est pas très bien, hein, ça n'a pas réussi. Voilà, donc les parents, il y a tous les amis qui sont là. I can't hold them much longer, Ben. You better get out here. I'd like to discuss this. This boy, this young man, is soon to continue his education as a Frank Halbingham Award scholar. But before he does... You're disappointing them, Ben. You're disappointing them. Dad, can you listen? I'll give him 10 seconds. He is going to give us a practical demonstration of what I feel safe in saying is a pretty exciting birthday present. And it better work, or I'm out over $200. Okay then, let's hear it now for Benjamin Braddock! Yay! Come on, Benji! Come on, Benji! Let's hear it now, attaboy! Now, folks, this remarkable young man is going to perform for you some spectacular and amazing feats of daring in water that is over 6 feet deep. On perd le fort, se compte plonger pour sa remise de diplôme, et je vous laisse observer la suite. On se rend vite compte dans cette scène que les parents du jeune homme contrôlent sa vie. Bien qu'il ne veuille pas se montrer dans cet accoutrement, son père le force, le fait chanter, et le montre, comme vous pouvez dire, une bête de cirque. Lorsque la caméra change pour un plan subjectif, c'est-à-dire à la place de Benjamin, dans sa combinaison, le seul son que l'on entend, c'est celui de sa respiration. On est bloqué avec lui, pas d'échappatoire possible. On est bloqué dans notre monde, tandis qu'à l'extérieur, ça s'agite et tente de communiquer avec nous, avec lui. Et lorsqu'il plonge dans la piscine, la vue est brouillée. Plus rien n'est clair, l'eau comme son avenir.
Benjamin se noie, aussi bien dans cette scène que métaphoriquement dans la suite du film et dans les choix qu'il doit effectuer. Mais passons à mon point principal que je souhaite développer, et pour ça il nous faut visionner la séquence finale. Pour encore un peu plus de contexte, et malheureusement je vais spoiler, cette séquence se situe à la toute fin du film. Benjamin a complètement rejeté Madame Robinson pour se tourner vers sa fille. Mais cette dernière, apprenant la relation que le jeune homme a entretenue avec sa mère, ne veut plus avoir de contact avec lui et décide de se marier avec un autre. Benjamin ne l'accepte pas et décide de se rendre à ce mariage malgré la présence des deux parents et du fiancé. Je vais vous demander ici d'être très attentive et attentive aux regards et aux expressions des deux jeunes, particulièrement sur les derniers instants du film. Je trouve cette scène Oh, Jesus, God. No. Who's that guy? What's he doing? Take care of him. He's too late. Get it. Stop. Crazy punk. Ça finit bien. Oula. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains with
C'est d'abord l'histoire d'un amour, un amour de jeunesse qui, dans ces années-là, pour celles et ceux qui l'ont vécu, prend une place inconsidérée dans votre vie. Plus rien n'a d'importance, plus rien mis à part cette personne. Dustin Hoffman tambourine à la vitre, crie et se bat dans une église. Il va même jusqu'à profaner le signe le plus sacré dans une chapelle, la croix, en la détachant de son mur pour tenter d'écarter les convives avec. C'est avec cette beauté folle et cette rage qu'il se débat pour reconquérir la femme qu'il aime vraiment et avec qui il veut passer sa vie. C'est cette liberté dont nous avons parlé précédemment qui le pousse à agir et à s'enfuir. Il se détache du modèle jusqu'alors classique que nous avait proposé le film. Ce modèle parental, ce modèle sociétal, bien trop droit et conventionnel pour lui, il décide de le repousser, de ne pas faire comme ses parents mais de choisir son destin à travers sa volonté. Cette idée atteint son paroxysme même avec la toute dernière image du film. Le tout nouveau couple ne part pas dans une belle voiture blanche avec des fleurs roses, des tissus blancs, suivis par des klaxons et des bruits de casseroles comme un mariage classique. Non, ils partent dans un autobus, le symbole même de l'enfance où nous nous installions au dernier rang avant de partir sur le chemin de l'école. Mais, parce que oui, il y a un mais, revenons un peu sur le dernier plan, les toutes dernières secondes qui clôturent ce film. Benjamin est assis à côté de Hélène, toujours en robe de mariée. La scène est si justement jouée que les explications peuvent être diverses et je vous laisse vous faire votre propre avis, mais je vais quand même vous proposer quelques pistes d'interprétation. Tout est dans le regard. Pendant les premiers instants, les deux jeunes semblaient être emplis de passion et de contentement suite à la folle fuite amoureuse qu'ils viennent d'entreprendre. Cependant, cette émotion va vite laisser place à une autre, le doute. Et oui, la jeunesse est aussi ça, et ça, Mike Nichols veut le faire transparaître. Tout son film se base là-dessus. Benjamin ne sait pas quoi faire de sa vie, il ne sait pas quelle femme il veut, il ne sait même pas s'il veut vraiment une femme, il veut quitter ses parents mais ne sait pas comment faire. Et à travers le personnage de Dustin Hoffman, le réalisateur dépeint une jeunesse qui passe elle aussi par ses états d'âme. Ne plus vouloir le vieux modèle américain des années 50, représenté ici par les parents de Benjamin, mais désirer un ailleurs que l'on ne sait pas encore formuler. On sait ce qu'on ne veut pas, mais pas encore ce que l'on veut. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. La bande-son de ce film, composée spécialement par Simon & Garfunkel, ne vient pas détruire mon propos, bien au contraire, elle vient commenter l'intérieur de la tête de Benjamin, son état mental. Le dernier regard dans le vide des deux personnages principaux représente bien cette incertitude-là. Se lancer, oui, mais vers où ? Métaphoriquement, cette question est celle de la société cinématographique de l'époque. On ne veut plus du classicisme hollywoodien, on veut quelque chose de frais, de revigorant, de jeune, mais à quel prix ? À quel sacrifice ? Pour combien de temps ? Ce tâtonnement-là est au cœur de nombreux films des années 70. Si je vous dis American Graffiti, ça ne sonne probablement pas familier pour la plupart d'entre vous, et pourtant il a été réalisé par l'homme à l'origine de la saga Star Wars. George Lucas tourne son second film en 1973, et les parallèles avec le lauréat sont bien plus directs et moins métaphoriques, mais nombreux. On reste sur la thématique du futur, de l'avenir à écrire, mais à travers des personnages bien plus clichés et bien moins figurés que Benjamin. On y retrouve donc Terry, appelé par ses camarades le crapaud, un jeune homme aux lunettes prenant la moitié de son visage, timide, chétif et maladroit, qui n'arrive pas à s'y prendre avec les filles. Kurt, qui doit prendre une décision entre quitter la ville où il est né et où il a vécu pour s'installer dans un endroit inconnu pour ses études, où y rester et ne pas en sortir. Steve, le parfait adolescent, adulé et jalousé par tout le monde au lycée, mais dont le couple bat de l'aile. Ces adolescents conduisent dans la ville pendant près de l'entièreté du film, naviguant, perdus, comme enfermés dans leur grosse voiture empruntée pour la nuit à leurs parents, ne sachant pas quoi faire, hésitant. Comme dans un huis clos à ciel ouvert, les personnages naviguent à l'aveugle en espérant ne rien percuter. C'est là aussi la représentation parfaite de l'âge grandissant de la génération mûre, mais pas tout à fait assez pour le grand changement, pour le plongeon dans l'inconnu. Rien du mythe américain ne peut les sauver de ça. Les Ford Mustang, les diners, les drive-in, les blousons noirs, le rock, l'alcool n'y fera rien, il faudra tôt ou tard sauter. Bon, mais en dehors de ces doutes, de ces indécisions, c'est sous une autre face qu'est représentée la jeunesse dans le nouvel Hollywood. Une autre face qui va suivre un mouvement que vous connaissez tous et toutes, le mouvement hippie. En effet, le nouvel Hollywood commence dans les années 70, seulement une dizaine d'années après le courant de la contre-culture hippie. C'est d'ailleurs en 1967, 3 ans avant le renouveau hollywoodien, que se produit le Summer of Love. De grandes réunions, des concerts gratuits et des rassemblements de centaines de personnes envahissent les rues de San Francisco dans les quartiers près de High-Ashbury. C'était mondial, intergénérationnel, et surtout, c'était une sorte d'apothéose, de grand final. Tous les gens rassemblés ici croyaient que les idéaux de la contre-culture pouvaient l'emporter. Ils croyaient à une nouvelle société libre, pacifique, artistique, hors du consumérisme et du capitalisme. Après 1970, ils comprennent que ce rêve idéaliste ne verra pas le jour, et les films qui suivent le comprennent aussi. On se jette tout à coup dans quelque chose de plus sombre, de plus dur et de plus cru. Les films ne respectent plus du tout le code Hays de bienséance, bien au contraire, ils mettent en image l'après, le sauvage et le cruel. Les deux films que j'ai choisi de présenter pour
pour appuyer mes propos sont deux films dont les sujets mettent en avant la jeunesse, mais de manière très différente des précédents. Prenons-les dans l'ordre chronologique. Faye Dunaway, Warren Beatty et Jen Ackman sur un scénario de Arthur Penn. On commence tout de suite avec le classique Bonnie and Clyde de 1967. Un couple d'amants criminels, Bonnie Parker et Clyde Barrow, traversent le pays en braquant des banques. L'Amérique ne parle plus que d'eux, certains les admirent, d'autres en sont horrifiés. Quoi qu'il en soit, poursuivis par la police, ils devront bientôt faire face à leur destin, qui est, bouchez-vous les oreilles pour les plus en retard, la mort. Si on reprend les éléments petit à petit, le film se déroule dans les années 30, dans un contexte de grande dépression, mais peut se réajuster dans le contexte des années 70. Je vais vous laisser avec une scène qui va parler d'elle-même pour la suite de mon propos. Ici. Set or spin. It's all right. Come on now, try it again. This time come down slow. Slow. How about that now? Ain't you something? I tell you. Look, I'm gonna get you Smith & Wesson. Go in your hand easy. Yeah. I want you to try something now. Thank you. No, sir. No, sir. Y'all go right ahead. Used to be my place, but it's not anymore. Bank took it. Yes, sir, they moved this off. Now it belongs to them. Well, that's a pitiful shame. You're damn right, ma'am. Me and him put in the years here. Yes, sir. You all go right ahead. We just come by for a last look. Y'all mind? Hey, Davis, come on over here. That's right. Go on. Much obliged. My name's Otis Harris. This is Davis. We work this place. How you? This here's Miss Bonnie Parker. Glad to meet I'm you. Clyde Barrett. Right. We rob banks. Un fermier qui a été exproprié, dont l'État a dépossédé de son bien et laissé sans rien lui et sa famille. C'est bien évidemment le cas de nombreux travailleurs et paysans après le crash de 1929, mais c'est aussi métaphorique du cri qu'envoie la nouvelle génération au gouvernement. Non, nous ne nous laisserons pas faire. Nous nous révolterons à la manière de ce couple. Nous nous battrons comme ces Robins des Bois de la Grande Dépression et nous récupérerons notre liberté face au monde capitaliste qui nous a exclus. Les personnages pourtant meurtriers et voleurs ne sont pas manichéens. Ils ne sont pas représentés comme le mal ou comme des voleurs de bas étage. Ils sont glorifiés, portés comme l'étendard d'une nouvelle génération. Malgré cela, on peut voir ce film d'une façon bien plus noire et négative, et plus particulièrement à cause de sa fin. Si vous avez en tête les plans finaux, le propos qu'ils portent sont peu réjouissants en ce qui concerne le message. La scène est d'une violence inouïe pour l'époque, elle vaudra même au film d'être interdit aux moins de 18 ans en France jusqu'en 1995. Et pour cause, pendant plus de 30 secondes, la caméra montre la fusillade qui ôte la vie du jeune couple. Et les plans sont secs, rapides, ne laissant pas le temps de respirer ne serait-ce qu'un instant. On voit les balles les traverser, les plaies se former.
Et pour celles et ceux qui auraient revu le film il y a peu de temps, pour la petite anecdote, lors de cette scène, on peut apercevoir un bout de crâne sortir de la tête de Clyde après un tir porté par la police. Le réalisateur ayant été le conseiller technique de JFK pendant plusieurs années, c'est en effet une référence au bout de crâne ayant été cherché par Jackie Kennedy après l'assassinat de son mari en novembre 1963. Mais si l'on revient à nos gangsters, ce n'est pas anodin si la scène est aussi étirée, longue et sanglante. Ce ne sont pas que des malfaiteurs, des scélérats ou des inconscients, mais des porteurs de liberté, d'épanouissement et d'idéaux anticapitalistes. Les tuer de manière aussi violente et abrupte, après les avoir encensés pendant tant de temps à l'écran, c'est aussi tuer leurs idées. Comme dit auparavant, se rendre compte que la contre-culture n'est plus, et que l'idéal n'est qu'un imaginaire. C'est donc une phase bien plus obscure que nous proposent alors les réalisateurs. Et dans cette phase, il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, et qui est pourtant central pour une partie de la jeunesse, la drogue. Mais je ne parle pas ici de la drogue douce et de son usage récréatif qu'on a pu voir dans certaines productions filmiques et auxquelles nous avaient habitués nos mouvements hippies ou le festival de Woodstock. Je parle ici de drogue dure et de l'enfer qu'elle transporte avec elle. Dans Panic at Needle Park, film de 1971 de Jerry Schatzberg, on retrouve Al Pacino pour son premier rôle devant la caméra. Et quel rôle! Il incarne Bobby, un drogué dans les rues de New York. Ils arpentent les rues dans un contexte de pénurie de drogue. Bobby va alors rencontrer Hélène, dont il tombera follement amoureux, avant de l'initier à la drogue. Pendant 2 heures, le réalisateur met en place What was it like when you was a kid growing up? It was alright. Mother and a father and a little brother and a little mom. Why'd you leave then? Just go around leaving people for no reason? I wouldn't. You shouldn't. It ain't right. I won't. Good. Sweeter than wine, softer than the summer night. Everything I want, I have. Whenever I hold you tight, this magic while you wish I could last forever. You know what the best side of all is? Yes. Pas que mettre en scène. Il montre, il décrit avec une précision minutieuse et un réalisme pur les dessous de New York, sans toutefois en expliquer les causes. Les plans sont lents et rapprochés. La caméra ne bouge pas, comme plongée directement dans leur vie, dans leur action. Nous ne sommes que spectateurs. Pour couronner tout, les scènes de drogue sont filmées en gros plan. On voit l'aiguille s'enfoncer dans le bras, les veines gonflées, et bien sûr les effets que cela engendre ensuite. Ce naturisme découle en réalité d'une enquête approfondie qui a précédé l'écriture du scénario. Les scénaristes se sont rendus dans les rues de New York et ont passé du temps sur le terrain auprès des toxicomanes de Needle Park. On se retrouve alors encore dans cette période sombre du Nouvel Hollywood. Fini les comédies musicales, les études, les histoires d'amour ou de passage à l'âge adulte. Nous voilà plongés dans toute autre chose. Je dis fini les histoires d'amour, mais c'est quelque part un peu faux avec ce film. Il est important de préciser que la drogue n'est qu'une façade et que le sujet permet d'abriter l'histoire d'amour de Bobby et Hélène. Une histoire d'amour particulière, très différente de celle de Bonnie and Clyde ou de Benjamin et Hélène. Une histoire d'amour où 2 jeunes foncent tête baissée dans le mur. Hélène reste avec Bobby, pourtant consciente du chemin qu'elle prend. Bobby reste avec Hélène, pourtant conscient de ce qu'il lui procure. Les deux s'aiment dans la galère et dans cette ville terne qui abrite des milliers de galériens comme eux. Il y a la conclusion qui ne s'est pas enregistrée, du coup je vais la lire. Donc elle finit sa partie sur la jeunesse et sur la contre-culture en disant: est-ce que ce serait pas ça là la jeunesse des années 70, galérer mais se battre, continuer à ne pas dire oui, à s'interroger, à se questionner sur la vie, et avoir peur de l'avenir mais à l'affronter, à y faire face, de toutes les manières qu'on a à notre disposition et ce qui nous compose. Je remercie Mila pour sa partie. On va passer à la partie sur le Nouvel Hollywood. On lui dira.
révolution, pendant les années 70, les États-Unis sont traversés par plusieurs mobilisations en contestation avec la politique intérieure et extérieure du gouvernement, notamment vis-à-vis de la guerre du Vietnam. Donc je vais faire un petit contexte de cette guerre pour un peu rafraîchir la mémoire. Donc cette guerre, elle impliquait d'un côté le Vietnam du Nord, donc, soutenu par l'Union soviétique et la Chine, qui cherchaient à s'affranchir de la domination française, et de l'autre côté le Vietnam du Sud, du coup soutenu par la France et les États-Unis. La guerre du Vietnam, elle a commencé discrètement en 1964 avec une augmentation modérée des forces américaines au sud du Vietnam, mais s'est intensifiée en 1965 lorsque le président Johnson a autorisé des bombardements massifs et l'envoi de troupes au sol. En tout, ça va être 3 millions de soldats américains qui vont être envoyés lors de la guerre du Vietnam. Avant ça, les États-Unis avaient soutenu financièrement la France dans sa guerre coloniale en Indochine, mais après la défaite française à Dien Bien Phu en 1954, ils ont pris le relais en soutenant le régime corrompu de Diem au sud du Vietnam. Au fil des années, l'engagement américain a escaladé, malgré l'effondrement du régime de Diem et la montée en puissance des forces nationalistes soutenues par le Nord-Vietnam. En 1965, les États-Unis se sont enlisés dans une guerre coûteuse, motivée par la volonté de maintenir leur puissance mondiale face à la montée des résistances en Asie et ailleurs. À partir de 1967, le président Johnson a été confronté à un gros mouvement anti-guerre et pacifiste qui était massif aux États-Unis et qui a pris racine parmi les étudiants universitaires, souvent issus de la petite bourgeoisie intellectuelle. Ces jeunes envoyés au Vietnam comme conscrits ont nourri un mouvement pacifiste à l'échelle nationale, perturbant profondément la société américaine. Il y a, par exemple, une manif, il y en a eu le 24 avril 1971, où il y a eu une énorme manifestation à Washington qui a réuni 200 000 personnes, pour la plupart des jeunes âgés de 19 à 25 ans, qui ont défilé dans les rues de la ville. Sur le terrain au Vietnam, les problèmes s'aggravent également. Donc, il y a les tensions parmi les troupes américaines qui étaient amplifiées par l'usage répandu de la drogue comme l'héroïne et les divisions internes entre soldats du Sud et les libéraux des grandes villes, qui ont parfois dégénéré en mini-guerre civile au sein même des unités. Certains soldats ont même attaqué leurs officiers, tandis que d'autres affichaient des sympathies pour des mouvements comme le Black Power. Également, il y a de plus en plus d'anciens combattants, certains gravement blessés, qui rejoignent de retour aux États-Unis les manifestations contre la guerre au Vietnam. L'offensive du Tet en 1968, où les forces Viet Cong ont brièvement pris le contrôle de plusieurs grandes villes, a finalement porté un coup moral sévère aux dirigeants américains, les poussant à reconnaître la difficulté, voire l'impossibilité de gagner la guerre, rappelant la fin de la guerre de Corée. Mais bien que cette contestation s'est faite sentir dans la rue et dans les lieux d'études comme les facs, dans le monde du cinéma, la guerre du Vietnam c'était un sujet tabou. Au début de la guerre, il y a seulement une poignée de films qui parlent explicitement de cette guerre qui ont été produits par Hollywood. Pour ne retenir que les deux plus marquants, donc il y a Commando au Vietnam sorti en 64 et Les Bérets Verts de John Wayne sorti en 68. Ces deux films, ils n'ont rien d'exceptionnel, ils suivent le schéma classique des films de guerre hollywoodiens, donc c'est un mélange d'action, de romance, d'héroïsme, et qui mettent surtout en valeur le bon patriotisme américain. Ces films, en fait, ils ont rien de différent des westerns qui datent d'avant les années 60, où on voyait affronter la cavalerie américaine et de l'autre côté les aborigènes indiens. Parce que là, les aborigènes ont été remplacés par les Viet Cong. Mais on va un peu s'attarder sur les Bérets Verts. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement américain il se servait du cinéma pour diffuser plus ou moins subtilement leur propagande. Mais pendant la guerre du Vietnam, il y a eu très peu de films propagandistes. Les Bérets Verts, c'est un des seuls vraiment très rares films qui fait partie des films propagandistes qui ont reçu un support technique et financier de la part de l'armée américaine. Le film réalisé par John Wayne, ultra-conservateur américain, vraiment bien dégueu, le film commence dans sa version originale par une explication de 10 minutes sur les raisons glorifiantes de l'intervention militaire au Vietnam. Ce qui lui a valu du coup avec le mouvement en cours une grande impopularité auprès du public, qui était du coup très critique du rôle des États-Unis dans cette guerre. Cette frilosité de l'industrie du cinéma à produire des films propagandistes aux parents du Vietnam s'explique d'une part par la crainte de la réaction de la jeunesse et de toutes les personnes mobilisées. Et en plus de ça, la propagande américaine concernant le Vietnam, elle détonnait avec les images sanglantes de la guerre qui étaient de plus en plus diffusées sur les télés des foyers dans toutes les familles.
Il y avait aussi la peur de chaque producteur à être le premier à crever l'abcès, à sortir de ce malaise collectif autour de la guerre. Et cette frilosité, pour donner un petit exemple, on le retrouve aussi dans les maisons d'édition qui refusaient en masse tout écrit concernant la guerre du Vietnam. Les studios de production, n'osant toujours pas parler explicitement de la guerre, produisent cependant un bon nombre de films qu'on va appeler les films métaphores. Donc ces films abordent d'autres conflits impliquant les États-Unis, comme la guerre de Corée dans MASH, sortie en 1969, la Première Guerre mondiale dans Johnny Got His Gun en 1971, mais qui sont porteurs de messages contre l'intervention militaire américaine et plus généralement un appel à la fin de la guerre et des massacres des populations. Parmi ceux qui ont le plus marqué le public, donc il y a Le Soldat Bleu en 1970 que je vous conseille vivement, et Little Big Man aussi sorti en 1970, qui utilise le déplacement et les massacres des populations aborigènes pour parler du génocide dans les villages vietnamiens. Donc Little Big Man, cette petite photo là, c'est un film réalisé par Arthur Penn. Donc c'est un western qui se distingue par son approche satirique et critique de l'histoire américaine, utilisant la conquête de l'Ouest comme une métaphore pour commenter la guerre du Vietnam. Donc le film raconte l'histoire de Jack Crabb, interprété par Dustin Hoffman qu'on a vu dans les extraits du lauréat tout à l'heure. Donc c'est un homme blanc qui est élevé par les Indiens Cheyennes après avoir été recueilli par eux enfant. Et au cours de sa vie, Jack traverse de multiples identités et expériences et va naviguer entre les cultures blanches et amérindiennes et va devenir un témoin des atrocités commises contre les Indiens par la cavalerie américaine. Donc ce film, c'est une critique du mythe de la civilisation occidentale montrant la violence et la déshumanisation infligée aux peuples indigènes sous couvert de progrès. Le personnage du général Custer, donc c'est un général de la cavalerie américaine qui a beaucoup participé au massacre des populations amérindiennes, est représenté de manière exagérément arrogante, symbolisant un peu les leaders américains, enfin militaires américains pendant la guerre du Vietnam, qui étaient perçus comme aveugles aux réalités humaines et économiques du conflit, un peu les dessous de cette guerre. Et en parallèle, la destruction des Cheyennes par les forces américaines fait écho à la manière dont les États-Unis menaient la guerre au Vietnam, envahissant et ravageant un pays sous prétexte de défendre la liberté. Et on va regarder un extrait d'une scène un peu trigger warning, pas hyper agréable à regarder, d'un massacre de la Washita River. J'ai pas montré cet extrait par plaisir, les trucs un peu gore et tout, c'est parce que c'était un peu déjà la réalité de ce que vivaient les populations aborigènes par la cavalerie américaine, mais en fait c'était à la manière, c'est la façon dont Arthur Penn voulait montrer les massacres qu'il y avait aussi au Vietnam, en prenant l'exemple
de ce qui se passait en Amérique. Donc la mise en scène, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même cette scène très froide où la musique reprend parce que les cavaleries étaient cette musique un peu qui peut paraître simplette alors qu'il y a eu un massacre dans le village, donc c'est quand même assez froid comme image. La mise en scène du massacre de la Washita River, qu'on a vu dans cet extrait, ça apparaît comme une évocation à celui de Mei Li au Vietnam. Donc ces massacres soulignent la brutalité de l'impérialisme américain, que ce soit au XIXe siècle ou à la guerre du Vietnam. Donc Arthur Penn, le réalisateur du film, disait, donc Custer, donc le colonel de la cavalerie, Custer fit massacrer les habitants d'un village comme nous massacrons les habitants des villages vietnamiens. Little Newman utilise le récit de Jack pour dénoncer l'impérialisme et la brutalité du pouvoir américain, soulignant l'atrocité de la guerre, tant dans le contexte des guerres indiennes que dans celui du Vietnam. Cette façon de parler de la guerre du Vietnam en produisant des films métaphores a beaucoup intéressé une grande partie de la jeunesse américaine, qui était du coup lassée des vieux cinémas hollywoodiens et de la vieille façon de représenter la guerre et le massacre, qui était complètement déconnectée de la réalité. On trouve aussi dans beaucoup de productions des films mettant en scène des personnages principaux, comme personnages principaux des déserteurs qui ne veulent pas servir de soldats pour une guerre qu'ils ne comprennent pas et qui ne soutiennent pas. Ces personnages sont souvent des jeunes personnes qui sont en soif de liberté et qui ne se reconnaissent pas dans les vieilles traditions américaines. Par exemple, il y avait une photo au début, mais de Easy Rider où deux protagonistes parcourent le pays en moto après avoir déserté la guerre. Et même si ça ne concerne pas tout à fait Hollywood, il nous semblait quand même intéressant de faire une aparté sur les films documentaires qui sont sortis lors de la guerre. Alors que les images de cette guerre de salon apparaissent sur toutes les télés des foyers américains, le gouvernement il tente tant bien que mal de faire de la désinformation concernant cette guerre, que ce soit en multipliant les allocutions à la télé ou en cherchant à vendre de mauvaises informations aux journalistes qui se rendent au Vietnam. Et c'est pour s'opposer à cette tentative de manipulation journalistique sur cette guerre que des cinéastes indépendants vont entreprendre dès la fin des années 60 une dénonciation au moyen de documentaires politiques des horreurs et des crimes commis par l'intervention américaine au Vietnam. Pour en citer quelques-uns, donc il y a Vétéran du massacre de Mei Li qui sort en 1971, donc de Joseph Strike, qui présente 5 témoignages sur le massacre de 1968 où des soldats américains ont tué et mutilé 500 Vietnamiens. Il y a aussi Winter Soldier, sorti en 1972. C'est un film collectif qui recueille les témoignages des vétérans sur leur expérience au Vietnam, qui a beaucoup circulé sur les facs. On a aussi en 1973 Les cœurs et les esprits de Peter Davis, qui critique ouvertement la politique américaine et qui va d'ailleurs recevoir l'Oscar du meilleur documentaire. Et enfin, Milestone, sorti en 1975, de John Douglas et Robert Kramer, qui clôt cette série de films documentaires marquants sur la guerre du Vietnam et qui ont nourri tout mouvement anti-guerre et pacifiste contre la guerre du Vietnam. Mais on va s'attarder très rapidement sur un documentaire, c'est Vietnam, année du cochon, sorti en 1969. Donc c'est un documentaire réalisé par Émile de Antonia. C'est une longue analyse politique sur les raisons de l'intervention et de l'histoire du Vietnam. Donc Émile d'Antonia réunit dans ce documentaire un grand nombre de vidéos et d'images d'archives. Il montre des déclarations de présidents, de sénateurs, de députés et montre en parallèle les images sur le terrain. Donc on voit les villages brûlés, les corps torturés, le racisme ouvert déclaré par des généraux américains avec de gros discours nationalistes évidemment, et surtout l'absurdité totale d'un conflit qui ne peut pas être gagné. Ça va être le premier film documentaire sur ce sujet. Ça lui vaudra lui aussi une récompense aux Oscars, mais aussi mise sous surveillance du FBI, notamment pour ses sympathies marxistes et de multiples menaces de mort. Tout comme vétéran du massacre de Mei Li, Vietnam, année du cochon va beaucoup se diffuser en masse dans les universités et dans les cinémas indépendants. À la différence des films de fiction, les films documentaires, ils étaient clairs et sans détour sur la critique qu'ils faisaient de l'intervention militaire américaine, ce qui leur a valu une grande popularité auprès de tous les anti-guerres. Là où les documentaires parlaient ouvertement de la nature de cette guerre et de l'impérialisme américain, les fictions pouvaient rester en fait très évasives sur ce sujet, ce qui on avait du mal des fois à comprendre les intentions derrière la réalisation de tel ou tel film. De plus, l'essor du cinéma documentaire, parce qu'il se fait aussi beaucoup dans cette période, coïncide du coup avec les innovations technologiques qui concernent le matériel audiovisuel, car c'est aussi à ce moment-là que se développent les
caméras portatives, plus légères, qui vont permettre aux journalistes et aux réalisateurs documentaires de partir plus facilement filmer des images autour du monde et plus particulièrement. Et si tout à l'heure j'ai rapidement parlé de la présence de personnages incarnant des déserteurs de guerre, va venir alors le personnage du vétéran. À la fin des années 70, Hollywood commence à produire des films sur la guerre du Vietnam. Mais les premiers grands films ne vont pas chercher à représenter de manière réaliste le conflit, ni adopter une posture contestataire. Par exemple, dans Apocalypse Now, donc sorti en 1979, donc le film explore les thèmes sur la place de l'homme dans un environnement hostile, mais de manière plus ou moins philosophique. Et en fait, c'est plus un récit métaphorique et philosophique qu'un vrai récit de guerre qui va aborder des sujets comme la violence et la consommation de drogue. Ensuite, il y aura le début d'un questionnement dans le cinéma américain, et pas que dans le cinéma américain, dans la société américaine, sur la réinsertion des vétérans de guerre dans la société. La majorité des films et des séries de l'époque exploitent le stéréotype du vétéran du Vietnam ultra violent pour souvent des productions d'action à petit budget. Ces œuvres représentent les anciens combattants comme des personnages inquiétants, souvent instables, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans Taxi Driver, que vous avez sûrement vu, qui nous dépeint un personnage considéré comme dangereux pour la société. Dans un autre film, dans Voyage au bout de l'enfer, sorti en 1978 et réalisé par Michael Cimino, les deux personnages principaux, incarnés par Robert De Niro et Christopher Walken, que vous voyez juste ici, représentent les différentes angoisses concernant les vétérans de guerre. Donc c'est deux ouvriers slaves dans la sidérurgie qui seront envoyés pendant 3 ans au Vietnam. Donc le personnage joué par Robert De Niro, Mike Wronski, c'est un vétéran de la guerre du Vietnam qui, à son retour aux États-Unis, se trouve profondément perturbé par ses expériences. Le film montre comment Mike, malgré ses tentatives de retrouver une vie normale, est accablé par le stress post-traumatique, il va souffrir de flashbacks et de troubles mentaux qui va affecter ses relations et son quotidien. Mais jusqu'à la fin du film, il va un peu incarner le vétéran héroïque qui jusqu'au bout essayera de sortir de l'enfer de cette guerre. À l'opposé, donc on a le personnage joué par Christopher Walken, Nick, qui va illustrer une autre facette des conséquences de la guerre. Nick, après avoir été prisonnier au Vietnam, se trouve incapable de revenir à la vie civile et choisit de rester là-bas. Il est finalement découvert dans une situation désespérée, mais on verra dans l'extrait d'après. Sa décision de ne pas retourner aux États-Unis symbolise la rupture profonde entre une partie des vétérans et leur pays d'origine. Ça a souligné la réticence de réintégrer une société qui les a envoyés au front comme de la chair à canon. Chị Chu Khi số nhà chụp được tranh kinh vì nó chụp cùng tranh của bỏ số nhà What you want? Is this what you want? I love you. Come on, Mickey, come home. Just come home. Talk to me. Let's talk to me.
trees. Remember that? Remember? Huh? The mountains. Remember all that? One shot. One shot. One shot. Yeah. Vous pouvez donner la suite. Dans la scène finale, donc c'est une scène de roulette russe, la confrontation entre Mike, du coup, qu'on a vu joué par Robert De Niro, et Nick, joué par Christopher Walken, illustre de manière poignante les effets dévastateurs de la guerre du Vietnam. Donc Nick, dont le comportement erratique et la participation à la roulette russe symbolise la folie et l'isolement causés par les traumatismes, est devenu une victime perdue dans le chaos du conflit. En revanche, Mike tente désespérément de convaincre Nick de quitter cet enfer et de réintégrer la vie aux États-Unis. Donc lui, Mike, est censé incarner l'espoir et l'effort de la réhabilitation malgré les blessures psychologiques. La roulette russe elle-même symbolise la violence et le danger constant que les vétérans portent avec eux, même après leur retour. Cette scène elle montre le hasard cruel et la fatalité persistante des traumatismes de guerre. La scène elle renforce l'idée que pour certains vétérans comme Nick, la guerre continue de dicter leur destin de manière implacable, tandis que Mike représente le désir de guérison et de réintégration, malgré les obstacles imposés par les séquelles du conflit. En fait, Hollywood renvoie des images révélatrices d'un certain malaise et d'une interrogation chez les Américains sur la réintégration des vétérans comme Voyage au bout de l'enfer. Mais ce film, comme le reste des films sur la guerre du Vietnam produits durant les années 76-79, ne sont pas toujours très représentatifs non plus de ce que la guerre fut réellement, surtout du côté des Viet Cong. Par exemple, dans Voyage au bout de l'enfer, les deux scènes de roulette russe, parce qu'on a eu plutôt dans le film aussi, qui sont un peu les climax du film, ne reflètent pas du tout les pratiques des Viet Cong lors de la guerre. Et de manière générale, les Viet Cong sont dans ces films extrêmement caricaturaux, notamment, là on ne le voit pas, mais dans plein de films, en fait, on voit notamment les personnages féminins qui incarnent les fantasmes américains qui les concernent. Le Vietnam, il va surtout devenir une trame de fond où l'histoire du soldat américain est au premier plan et les opérations militaires et massacres, etc. deviennent secondaires. Il va y avoir le film Rambo, sorti en 82, qui va incarner la transition des années 70 où les vétérans étaient vus comme des figures troublantes et intrigantes, aux années 80 où ils vont devenir des héros tragiques avec lesquels le public s'identifie. Dans Rambo, le héros incarné par Sylvester Stallone est montré comme étant un héros de guerre, car son seul souhait affirmé dans le film, il le dit souvent, c'est de servir fièrement son pays. Cette œuvre elle marque la transition, le changement de discours sur les vétérans. Alors qu'ils étaient considérés comme troublants, comme par exemple les taxi drivers, ils vont devenir des héros. Cette évolution, ça marque le début d'un processus de réhabilitation des vétérans et surtout d'une révision de la guerre du Vietnam au travers des récits ultra-patriotiques qui vont chercher à faire passer la pilule de la guerre dans l'histoire des États-Unis et qui d'ailleurs sera redéfinie comme une noble cause par des figures comme le président Reagan. Donc c'est à la fin de la période du Nouvel Hollywood que les films sur le Vietnam ils vont s'enchaîner, notamment après le succès de Voyage au bout de l'enfer, et c'est surtout là où les studios de production ont commencé un peu à flairer que ça peut leur apporter beaucoup ces films-là parce qu'ils trouvent un grand public. Aujourd'hui, on compte plus de 400 films américains qui parlent de la guerre du Vietnam. Il y a des drames, du coup, comme dans Apocalypse Now, qui explorent les traumatismes psychologiques des vétérans. On voit aussi dans le documentaire Les horreurs de la guerre. En contraste, il y a des comédies dramatiques qui utilisent l'humour pour critiquer les absurdités de la guerre, comme le Good Morning Vietnam, sorti en 87, et les comédies musicales comme dans Air, sorti en 79, qui expriment les tensions culturelles et les sentiments. Je sais pas la fin de la phrase, mais j'imagine les sentiments amoureux. Voilà. Moi, je vais vous parler du coup de la question de l'errance des personnages dans le Nouvel Hollywood et de la figure du marginal, une question clé dans le Nouvel Hollywood. Donc, du coup, le Nouvel Hollywood, comme nous l'avons vu dans l'introduction, il se veut en rupture avec le cinéma hollywoodien classique. Donc, ce refus de continuer à dépeindre une société idyllique et des héros bien trop parfaits se fait sentir avec cette nouvelle génération de réalisateurs qui portent désormais une attention particulière et une sympathie pour les marginaux. En rejetant cette vieille Amérique, les cinéastes se sont naturellement tournés vers ceux qui en étaient à la marge, pas entièrement intégrés ou qui sont en train de s'en éloigner. À l'inverse du héros classique, reconnaissable par sa superficialité, son succès, son individualisme, l'incarnation du self-made man,
Le protagoniste du nouvel Hollywood, c'est un hors-la-loi, un paria, un homme de tous les jours, un homme de la rue. Et il est apprécié du public car il se rapproche du vécu du spectateur. Par exemple, dans Little Big Man, on a vu un extrait tout à l'heure, d'Arthur Penn, donc Jack Crabb, le personnage principal, ne ressemble plus à l'homme d'action que représentait le cowboy des westerns classiques. Dustin Hoffman n'a pas la beauté universelle et le charisme des grands héros à la John Wayne ou Gary Cooper. Il est plutôt lâche et n'est sauvé que par les autres ou par son instinct de survie. Il est mi-blanc, mi-indien, ce qui casse avec le face-à-face ethnique du western. Il n'a le contrôle sur rien et devient alcoolique. Travis Bickle, dans Taxi Driver en 1976 de Martin Scorsese, c'est une personne ordinaire. C'est un ancien marine de 26 ans qui a fait la guerre du Vietnam. Il est peu éduqué, se cherche un boulot de nuit car il est insomniaque. Ou encore dans Macadam Cowboy en 1969 de John Schlesinger, Joe, un Texan qui souhaite devenir gigolo à New York, qui fera la rencontre de Rico, un sans-abri escroc. Donc, comme le dit Jean-Baptiste Autoré, qui est un spécialiste du cinéma et plus précisément du nouvel Hollywood, donc, dans son livre Le cinéma américain des années 70, donc, je cite, « Dans l'Amérique des années 70, on ne devient pas héros tout court et le peuple, en tant qu'entité constituée autour d'un socle de valeurs communes, a disparu au profit d'individus, de petits groupes éclatés, des minorités qui soudain revendiquent leurs droits au cadre et au récit. Car il n'y a pas d'autre Amérique, mais une Amérique pleine d'autres, et le défi lancé au cinéaste du nouvel Hollywood fut de drainer ces autres au centre du système. » Voilà, c'est ça qu'essaie de montrer le nouvel Hollywood. Les espaces aussi dans le cinéma hollywoodien classique, ils véhiculent l'idée de l'American Dream. Le héros est en adéquation avec le cadre qui l'entoure, il ne fait qu'un avec lui. Tout est fait pour qu'on se sente bien dans cette image de l'Amérique véhiculée. Le conflit est systématiquement résolu. Le happy ending, la fin heureuse, le procédé de finir de manière heureuse, permet le retour à l'ordre social et moral. Par exemple avec le triomphe du héros à la suite d'une fusillade dans un western. C'est tout l'inverse qui sera mis en scène durant la période du nouvel Hollywood, avec des scènes finales pour amener à la mort du personnage principal, et pour les décors, aux antipodes de ce que laisse imaginer une Amérique rêvée. Ainsi dans Taxi Driver dépeint un New York sale, pollué, infesté par la corruption. Le milieu urbain qui est celui du film noir est filmé comme un cauchemar éveillé, représentatif de l'image de terre hostile et sauvage à civiliser que s'offrit le personnage principal. Après, je vais vous montrer l'intro du film. L'ambiance un peu sombre que montrait Martin Scorsese de la ville. Ensuite, les films dits road movie, donc les films de route, ils vont naître à cette période avec le nouvel Hollywood et ils vont exprimer à merveille l'errance des personnages. Donc c'est des films de route, que j'ai dit, qui, comme le nom l'indique, vont mettre en scène des personnages se libérant
Il y a des vieux dogmes et une culture qui ne leur correspond plus par le trajet en voiture ou en moto par exemple. En témoignent déjà les titres de films du Nouvel Hollywood qui évoquent le déplacement par la route. Le Easy Rider, Taxi Driver, La Balade Sauvage, Le Convoi de la Peur, Macadam Cowboy, Macadam à deux voix, Marathon Man, etc. Donc, dès 67, le road movie est en germe dans Bonnie and Clyde d'Arthur Penn et le lauréat de Mike Nichols. Il naîtra réellement 2 ans plus tard avec Easy Rider en 69. Donc la rencontre entre Bonnie Parker et Clyde Barrow s'effectue lorsque la première surprend le second essayant de voler la voiture de sa mère. Le lauréat se conclut par la fugue en bus de Dustin Hoffman et de Catherine Ross comme on l'a vu tout à l'heure. Donc déjà là le véhicule est employé comme objet symbole de la fuite. Et donc avec Easy Rider, Dennis Hopper établit la jonction entre le western classique et le road movie en tant que genre nouveau. En effet, le western de l'âge d'or va évoluer dans les années 60-70 de 2 manières, soit en donnant des films faisant l'autocritique du genre, comme le western révisionniste ou l'anti-western, comme on le verra après, ou bien en film de road movie. Donc dans Easy Rider, nous retrouvons les grands paysages désertiques des films de John Ford ou de Howard Hawks, avant d'avancer peu à peu vers la ville et les zones industrielles. De même, les chevaux des cow-boys sont remplacés par les motos, comme l'indique ce plan du film, que je vais vous montrer là, où à la gauche du cadre, un maréchal ferrant ferre les sabots d'un cheval, et à la droite, Peter Fonda et Dennis Hopper changent la roue de leur moto dans une roue. Une sorte de passage de flambeau métaphorique entre 2 époques qui s'effectue avec Easy Rider. Il sera poursuivi par exemple la même année dans Macadam Cowboy de John Schlesinger qui filme Joe Buck, un cowboy arrivant dans la ville de nouveau. Le passage de... Enfin, le cowboy arrivant dans la ville. Turn that thing off. You're making my horse get it. Sure is a good-looking machine. Yeah. Là par exemple, tout le film le montre, mais là on le voit assez clairement quoi, que du coup il y a un passage du cinéma classique quoi, avec cette nouvelle période du cinéma américain quoi, avec le Nouvel Hollywood, avec cette évolution du western quoi, qui passe du cowboy avec son cheval à la moto. Donc là où l'errance peut être positive avec pour objectif de se retrouver plutôt que de se perdre, le road movie explore une errance sans quête. Elle est négative et envisage l'errant comme un être égaré, désœuvré à la dérive, malgré ce que peut nous renvoyer la thématique du voyage du road movie. Désormais, les héros ne traversent plus les États-Unis avec un objectif à atteindre, comme dans La prisonnière du désert de John Ford par exemple, mais sans but ou alors avec un but qui disparaît, comme dans Point Limite Zéro de Richard Sarafian ou L'épouvantail de Jerry Cotler. Le road movie ne s'intéresse pas tant à l'espace ou au chemin parcouru, mais à la trajectoire que vont accomplir les personnages à l'intérieur de cet espace. Bonnie Parker dira dans Bonnie and Clyde, donc je cite, je pensais qu'on prenait la route pour aller quelque part, mais non, on ne fait qu'aller. Voilà. Pour Jean-Baptiste Auré, cette réplique exprime la définition même du road movie, son rapport à l'espace. Donc, prendre la route, comme le nom du genre l'indique, est donc surtout un prétexte, et nous le verrons avec l'évolution du genre du road movie dans les années 70. Il y a d'abord l'euphorie des premières années avec la période de la contre-culture et ce parcours par le macadam, comme dans Easy Rider, Macadam à deux voix de Monty Hellman ou Délivrance de John Fenton. Là qui est un road movie mais par la rivière. Puis la prise de conscience qu'il n'y a au final pas d'alternative au système, avec une période de descente aux enfers au milieu des années 70 où la trajectoire des personnages ne s'effectuera que quasi exclusivement mentalement comme dans Taxi Driver par exemple, non plus sur les routes. Voilà. Et aussi donc parler sur la question des détournements des classiques et de cassage des codes qu'a effectué le Nouvel Hollywood par rapport à l'ancien Hollywood, le Hollywood classique. Donc les cinéastes du Nouvel Hollywood auront un goût pour le détournement des genres classiques du cinéma américain, en s'affranchissant de leurs conventions ou en tournant en ridicule ces normes confortablement installées. Comme nous avons commencé à le voir, le western connaîtra des mutations durant cette période. Donc le western révisionniste ou l'anti-western se veut justement critique du western classique et de son discours.
l'autre est dépeint favorablement, donc l'Indien ou l'immigrant. Donc la conquête de l'Ouest elle est nuancée, et le manichéisme il est estompé. Donc Little Big Man est peut-être le meilleur exemple de la période. Donc le western révisionniste il est pas né avec Little Big Man, il est né plutôt avec des films comme La Porte du Diable en 49 d'Anthony Mann ou La Flèche brisée en 50. Dans Little Big Man, les Cheyennes que nous suivons le long du film ne sont pas présentés comme les sauvages, mais les victimes de la conquête de l'Ouest, menées par les Blancs. De même pour La Porte du Paradis de Michael Cimino, qui démystifie le récit fondateur de la nation et place les immigrants en victimes de l'élite anglaise, parti pris qui aura sûrement participé à l'échec commercial du film, comme nous verrons dans la partie. Donc en 69, La Horde sauvage de Sam Peckinpah, donc un western, peut quant à lui être rangé dans la catégorie du western crépusculaire, genre très critique de l'histoire du western, qui parle de la mort de celui-ci, et qui atteint des niveaux de violence encore peu atteints. Peckinpah dira sur ce film: j'ai fait ce film parce que j'étais très en colère contre toute une mythologie hollywoodienne, contre une certaine manière de présenter les hors-la-loi, les criminels, contre un romantisme de la violence. C'est un film sur la mauvaise conscience de l'Amérique. D'autres genres évolueront avec le nouvel Hollywood, comme le film noir, comme Taxi Driver, Mean Streets de Martin Scorsese, qui deviendra plus crasseux, plus violent, donc on l'appellera aussi néo-noir dans les années 70 avec le nouvel Hollywood. La comédie musicale, qui est un genre classique aussi par excellence avec le western, avec des décors en studio grandioses, colorés, des danseurs stars comme Gene Kelly ou Fred Astaire. Je pense par exemple à Tous en scène de Minelli ou Les Chaussons Rouges. Elle ne sera plus à l'ordre du jour avec le nouvel Hollywood. Avec Air, en 79 de Milos Forman. Milos Forman signe une comédie musicale aux antipodes du genre classique, avec un tournage en décor naturel et la mise en avant de la contre-culture hippie. Et Robert Altman, on peut le considérer comme le réalisateur du détournement durant cette décennie. Il contribua à démystifier le cinéma classique américain par la satire, mais aussi par une manière nouvelle d'éclater le récit, avec une écriture chorale. Donc il déconstruira le film de guerre avec MASH, comme il a dit Lilou, en 70, le western avec John McCabe en 71, le film noir avec Le Privé en 73, ou encore la comédie musicale avec Nashville en 75. Donc la période du nouvel Hollywood sera marquée, comme nous l'avons vu, par des renouveaux thématiques, mais aussi techniques. En effet, ces jeunes cinéastes sont cinéphiles, comme Peter Bogdanovich, Scorsese ou George Lucas, et ils sont influencés par les bouleversements cinématographiques de l'outre-Atlantique. Il y a évidemment une continuité entre le néoréalisme italien des années 30-40, la nouvelle vague en France dans les années 60, et la rupture effectuée dans l'industrie américaine du cinéma par le nouvel Hollywood. Et cette même volonté pour ces jeunes réalisateurs de rompre avec le vieux cinéma de studio et de filmer dans la rue, les décors naturels, de se dégager de l'influence des producteurs qui ont toujours le dernier mot. Donc c'est le final cut, et d'autant plus à Hollywood qui est une grande machine. Et d'être considérés comme auteurs de leurs œuvres. Donc ce fait en partie possible grâce à des succès que les producteurs n'ont pas compris, comme Easy Rider et son petit budget qui a explosé au box-office. Donc de ce fait, une plus grande liberté a été laissée à ces jeunes auteurs. C'est donc à leur dérouler une décennie de créativité technique et de nouveautés visuelles que le cinéma classique ne permettait pas. Les cinéastes vont pouvoir sortir des studios et filmer en extérieur grâce à des caméras plus légères et des pellicules plus sensibles à la lumière. Plus besoin de compenser le manque de sensibilité de la pellicule avec des éclairages artificiels. On va utiliser la technique de la caméra portée ou caméra épaule, ce qui confère un style quasi documentaire, comme dans Mean Street ou French Connection où les rues elles sont filmées telles quelles. Le montage aussi sera plus expérimental, frénétique par instant avec des coupes brutales comme dans Bonnie and Clyde. Enfin, je vous montrerai un extrait après. Et les procédés spécifiques tels que le zoom, le ralenti ou le split screen seront employés. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas du tout dans le cinéma classique. Aussi, la musique rock, comme symbole de la contre-culture, sera employée en rupture avec les musiques orchestrales du cinéma classique. Je pense par exemple à la bande originale d'Easy Rider, où interviennent les groupes comme Steppenwolf, The Birds ou The Jimi Hendrix Experience. Pour finir et revenir sur la censure du Code Hays, comme vu dans l'introduction, elle prend fin en 68 et cela se sentira dans les films de la période, que ce soit l'unité partielle par exemple de Faye Dunaway dans Bonnie and Clyde ou la violence de La Horde sauvage, qui est dans la continuité de celle présente dans la scène finale de Bonnie and Clyde qu'on va voir après, appuyée et exagérée par le montage ultra rapide et les ralentis comme pour affirmer de manière claire la libération de la contrainte du Code Hays. Désormais tout est possible ici. Donc là c'est un extrait de la scène finale de Bonnie and Clyde qui est exagérée dans la violence et les effets techniques.
bien, donc on va finir avec le film qui a mis fin au Nouvel Hollywood, La Porte du Paradis. On va s'attarder un peu dessus. Alors, je peux vous montrer plein d'extraits parce que c'est un film qui dure 3h40, on a eu du mal. On va en voir la bande-annonce et une scène qui est vraiment une très belle scène. Alors, très rapidement, Michael Cimino, le réalisateur, donc, qui était le réalisateur de du Voyage au bout de l'enfer, hein, on a vu la scène de la roulette russe. Comme ça a été un énorme succès, et ben, on va lui offrir un pont d'or, la United Artists, le studio des artistes qui avait été créé par Pickford et compagnie dans les années 20. Et il va faire exploser le budget. Il va faire construire des décors prodigieux en extérieur au Montana, embaucher toujours plus de figurants, imposer tous ses choix dans tous les départements de la production, les accessoires, machin, multiplier les prises, parfois jusqu'à 50 pour un même plan. Enfin, il va rendre tout le monde fou et faire durer le tournage sur 4 saisons. Donc La Porte du Paradis devient avant même sa sortie un véritable enfer logistique, doublé d'un cauchemar financier. Le budget finit par atteindre 44 millions de dollars. Donc le studio est pris dans une spirale infernale, vide sa trésorerie, se sentant obligé d'aller au terme de son pari. La presse spécialisée n'arrête pas d'en parler, disant que Michael Cimino fait des caprices, que le studio lui passe tout, etc. Et donc, avant même que ça sorte, il aurait besoin d'un miracle pour que ça marche, et le miracle n'a pas lieu. En juin 1980, les responsables du studio sont estomaqués à la vision du premier montage qui dure 5h25. Ils parviennent à convaincre Cimino de réduire la durée, qui finalement atteint 3h39. Mais lors de la sortie officielle du film en novembre 80, les premiers spectateurs sont complètement déroutés. Les critiques assassines pleuvent, mais vraiment des critiques assassines. La Porte du Paradis, du coup, se révèle un bide monumental et historique pour sa sortie nationale en avril 81. Malgré la tentative du réalisateur et du studio de proposer un montage plus court de 2h39, mais qui casse le rythme du film et qui le rend encore plus complexe, et les salles restent désespérément vides. Donc Michael Cimino devient l'homme à haïr et il ne se remettra jamais vraiment de ça, malgré l'année du dragon en 85, qui va être un certain succès. Mais surtout, le Nouvel Hollywood est enterré lui aussi. Les réalisateurs redeviennent les simples employés des studios, qui n'auraient jamais dû cesser d'être, et ont intérêt à se tenir à carreau. Et l'objectif premier, c'est la rentabilité. En 2012, 32 ans après sa première sortie en salle, La Porte du Paradis renaît sous la forme d'une version complètement restaurée, à l'initiative d'un éditeur américain, Criterion. Et Michael Cimino, après avoir longtemps hésité, accepte de participer à la restauration et affine même son montage en rétablissant la durée à 3h37. Et donc, c'est vraiment après 2012 que le réalisateur court le monde avec son film, est invité dans de nombreux festivals, choyé par les critiques et présenté à un public jeune, avide de découvertes, de mythologie cinématographique. Et le film devient alors vraiment un classique, un film culte. Et effectivement, c'est un chef-d'œuvre. Je vous conseille vraiment de le voir. On le trouve relativement facilement. D'accord ? Alors, on va voir tout de suite la bande-annonce et après, je vais vous en dire rapidement 2-3 trucs et puis on regardera une autre scène. Voilà. Avec Isabelle Huppert ? Ben oui, avec Isabelle Huppert, tout à fait, on va en parler. Ça, c'est la bande-annonce. We know many of them personally to be thieves and anarchists openly preying on our ranges. Consequently, the Stock Growers Association will now and publicly wipe out these thieves and anarchists. The state's gonna declare war. Would you go? No, of course I won't. God damn it, it's different this time. You look like hell. I really live it up in your way. We all want to hold together, push ourselves ahead to protect what we have. We're going to shoot all the sons of bitches!
year I was in Paris. I love Paris. If it be true that the Constitution of American society is peculiarly hostile now to all habits of thought and meditation, A woman can have two men. Sure you can. Ok. Alors la porte du paradis se compose de 3 parties. Un prologue assez rapide, c'est ce qu'on voit là où on voit les gens qui dansent en plein air, les étudiants, etc., qui a lieu en 1870 à Harvard. L'action du film, dans le 1, l'action du film 20 ans plus tard, qui relate de façon romanesque la Johnson County War, comme on vous le dit, qui s'est passée, hein, et un court épilogue situé en 1903. Donc, première partie, en 1870 au collège de Harvard, 2 étudiants, James Avril et Billy Harvey, se joignent aux festivités couronnant la remise solennelle des diplômes. Ils envisagent un avenir radieux, consacré à l'amélioration du monde. Ils sont bien sûr tous, vous imaginez, étudiants d'Harvard à cette époque, des jeunes issus de la grande bourgeoisie de l'Est des États-Unis. Avril est amoureux d'une jeune et jolie fille. Deuxième partie, qui est la grosse partie du film, 1890, des milliers d'immigrants venus d'Ukraine et d'Europe de l'Est débarquent dans le Wyoming dans l'espoir d'y trouver du travail. Leur arrivée n'est guère appréciée par les éleveurs de la région, notamment par Frank Canton, qui est aussi un grand bourgeois, qui est persuadé que ce sont eux les voleurs de bétail qui déciment les troupeaux. Canton a loué les services d'un tireur d'élite, Ned Champion, Christopher Walken, pour supprimer ceux qui le gênent. Il a par ailleurs dressé une liste d'émigrants qui devront payer de leur vie leurs crimes répétés selon lui. James Avril, qu'on a vu au début, qui est devenu Marshall, le shérif de la contrée, adversaire de la violence, lui est amoureux de Ella, une jeune prostituée. Ella, elle est aussi liée à Champion, hein, l'homme de main des éleveurs avec qui elle a une liaison. Mais James Avril et Ella vont organiser la résistance victorieuse, vont essayer d'organiser la résistance victorieuse jusqu'à l'arrivée de la garde nationale. En fait, ça va être un massacre. Et en 1903, la fin, c'est tout court, sur son bateau, Avril évoque amèrement les événements passés. Auprès de lui vit la jeune femme du début, devenue la caricature de ses rêves déçus, hein, une femme vieillie, alcoolique. Et on voit bien, il y a un côté vraiment là sur la lutte des classes. Le grand bourgeois, il s'en est sorti, quoi. Il est désabusé, mais voilà, il est sur son bateau. Voilà. Alors, ce film, on lui a reproché de prendre des libertés avec l'épisode historique qu'il raconte. Bien sûr, on sait bien que dans la création artistique, la réalité, c'est pas nécessairement la vérité. Et Michael Cimino ne raconte pas exactement ce qui s'est passé en 1792. Hein. Les personnages, même s'ils sont inspirés de personnes réelles, ont été retravaillés. Les faits ne se sont pas déroulés de la même manière. Le combat final, tel qu'il est filmé, n'a quasiment pas eu lieu, parce que la cavalerie est intervenue très rapidement pour empêcher le massacre, afin de faire taire dans l'œuf un complot ourdi par les propriétaires terriens et soutenu secrètement par le gouvernement. Mais ce complot, il a bien eu lieu. Enfin, voilà, il voulait bien massacrer tous ces gens. Les habitants se sont vite rebellés et défendus. Et si assassinat il y a eu, c'est de façon sporadique, perpétrée sur une durée assez étendue par des tueurs à gages engagés par les riches éleveurs. Mais voilà, donc mais le film, voilà, c'est pas juste sur cette réalité historique, c'est la vérité d'une époque avec ses destinées individuelles, collectives, la société écartelée entre des aspirations contradictoires, son atmosphère électrique, ses conflits latents, hein, qui se situent à un autre niveau. Et c'est ce que cherche à traduire Cimino avec le traitement dramatique du récit, les interactions entre personnages fortement typés. Hein. Donc on a un canevas qui mêle tout un tas d'histoires individuelles qui convergent lentement vers un climax douloureux qu'on attend avec angoisse parce que les enjeux ont été énoncés très tôt. On sait très tôt dans le film que les éleveurs veulent tuer un certain nombre de migrants. Voilà. Voilà. Alors, dans ce récit, juste rapidement, il y a une figure qui revient sans arrêt, c'est la figure du cercle. Alors, Michael Cimino disait il y a quelques années, le cercle c'est la vie. Alors ça contient, pour lui, cette figure contient et résout de façon graphique tous les éléments contradictoires de l'existence, la vie, la mort, la joie, la douleur, auxquels font face tous les personnages, et formalise simplement avec l'appui de plans larges, d'une nature aussi sublime qu'étrangère aux événements humains, un univers dans lequel l'homme est incapable de s'élever sur un plan moral et spirituel. Et donc ça commence par la valse sur fond de Bodani bleu à Harvard,
après un combat de coq dans une arène, dans la ville du Wyoming, une scène de danse folklorique sur patin roulette qu'on va regarder, la séquence d'affrontement final, et voilà, tous ces ballets incessants, qu'ils soient connotés positivement ou négativement, ils inscrivent la destinée humaine dans un cercle qui fait se répéter les petites histoires comme la grande. Alors on va regarder la scène de danse, parce que vous allez voir, c'est vraiment une très belle scène. Comme ça, on ne finit pas sur une scène de ça. Donc ils se retrouvent dans ce qui donne son nom au film, c'est la patinoire en fait du village, du coin. Et ils se retrouvent pour faire la fête. Du coup, cette scène, elle a été critiquée. Il y en a qui ont dit, mais les gens, s'ils étaient si pauvres et tout, ils n'allaient pas danser comme ça sur patin roulette, enfin des trucs vraiment. Alors que chez nous, au Liban, ça existait, etc. Donc La Porte du Paradis, elle montre la face sombre de la construction de la nation américaine, en filmant la violente opposition entre les éleveurs, les immigrés, les migrants et les propriétaires terriens. Michael Cimino décrit un monde cruel, raciste, sanglant, dans lequel la loi n'existe qu'au profit des puissants. Et ça n'a pas plu vraiment aux États-Unis. En portant ce regard critique sur l'histoire des États-Unis, il remet en cause, il confronte les mythes fondateurs et la réalité historique. Lui, il montre le choc des civilisations, violence intrinsèque, conquête des territoires, individualisme forcené au sein de la communauté. Et il montre que les mythes du rêve américain, du melting pot, dissimulent l'existence d'un véritable cauchemar. D'accord ? Et voilà. Donc, alors ce film, c'est pas juste ça, c'est aussi un film dans lequel il y a tout un côté très méditatif, mélancolique, il y a toute
une réflexion aussi sur le temps, le rapport au temps. Les personnages eux-mêmes sont assez complexes. Il faut noter que le principal personnage féminin est là, joué par Isabelle Huppert, hein, elle est géniale dans ce rôle. Et ben, c'est une prostituée, mais Michael Cimino lui attribue une noblesse sans pareil dans le film. Hein, c'est un très beau personnage, figure libertaire, mais en même temps qui aspire à une vie un peu de petite bourgeoise, elle aussi, où elle peut se poser, victime de la violence masculine, mais elle ne répugne pas au combat et finalement elle a de l'ascendant sur ses deux prétendants, mais elle aussi, elle va payer le prix fort de tout ça. Voilà. Donc c'est un film qui est magnifique visuellement. Alors là, l'image n'est pas très belle, hein, mais la photographie, elle est exceptionnelle dans la luminosité, la matérialité, tout ça, les paysages naturels, enfin vraiment, voilà, tout est superbe. Et c'est aussi plein de poésie. Donc La Porte du Paradis, le titre, ça correspond au nom de la patinoire, donc qui accueille le petit peuple à l'occasion des fêtes, matin roulette, danse. Et voilà. Et là, dans cette scène, voilà, on voit bien là, cette communauté qui existe, mais malheureusement, cette communauté, elle ne peut qu'entrevoir la porte du paradis, car finalement, c'est l'enfer qui lui est promis. Voilà. Alors, pour dire en 2-3 mots, juste une petite conclusion globale, le nouvel Hollywood, donc, qui va s'achever avec cet échec, mais aussi parce que déjà dans la deuxième moitié des années 70, commencent à sortir des grands films blockbusters, comme Les Dents de la Mer, comme Star Wars, comme tout ça, et que les studios vont aller vers ça et produire des grands films qui rapportent plein d'argent, des films d'action, etc., qui retrouvent une vision très manichéenne, hein, les bons, les méchants, etc. etc. Donc voilà, on revient à ce cinéma-là, même si depuis, il y a quand même un cinéma indépendant américain qui continue, hein, qui est notamment autour du festival de Sundance, Robert Redford, enfin, voilà, il y a plein de réalisateurs américains qui font des vrais films, hein, il n'y a pas que des blockbusters, et même dans les blockbusters, il y a aussi des films qui sont sûrement très bien parfois. Alors, il y a bien sûr des limites, hein, à ce nouvel Hollywood, on n'est pas en train de dire que voilà, tout dépend des goûts et tout, mais surtout les limites, c'est que c'est un cinéma qui est fait par des hommes, globalement des hommes blancs, hein, de cette époque, voilà. Ça c'est quand même une des grosses limites. Et même s'il montre une image des Indiens, des Noirs, de tout ce que vous voulez, qui est plus celle de l'autre, qui est forcément l'ennemi, voilà, il y a quand même encore un certain nombre d'aspects comme ça là-dedans. Les femmes sont quand même absentes, non seulement du côté des réalisatrices, mais ça globalement à l'époque c'est vrai. Il y a une réalisatrice importante qui s'appelle Barbara Loden, qui était la compagne d'Elia Kazan, qui a fait un film qui s'appelle Wanda, qui est magnifique, qui est une espèce de road trip, mais d'une femme, hein, voilà, qui part. Mais sinon il y en a très peu. Mais bon, on peut dire ça en France à l'époque, il y a Agnès Varda, Chantal Akerman, ça fait tout, quoi, vous voyez. Donc voilà, peu de femmes. Et les figures de femmes même sont quand même, souvent quand même encore des personnages subalternes, des personnages utilisés un peu pour les fantasmes des hommes et tout. C'est pas non plus encore, à part dans le cinéma de Cassavetes, où il y a des femmes, des beaux personnages de femmes, hein, joués par sa femme, Gina Roland, qui est morte la semaine dernière, je crois, il y a 10 jours. Voilà, que je vous conseille. Et qu'est-ce qu'on avait dit encore comme limite? Voilà, les limites, c'est celles qu'on voit nous aujourd'hui aussi avec l'évolution de la société. Voilà, donc désolé, on a été long, mais bon, parce que voilà, il y avait plein de choses à vous montrer.